L'Afrique aime danser. L'Afrique aime chanter. Elle danse, elle chante. Elle chante, elle danse. Elle danse, elle chante, elle chante, elle danse. Elle danse, elle chante, elle chante, elle danse. Mais sa plus grosse bêtise, c'est quand elle danse, elle chante, même quand les choses vont mal. L'Afrique aime chanter. Est-ce que toute musique est importante au temps actuel où l'Afrique souffre, où l'Afrique est dominée, néocolonisée? Il y a des musiques qui sensibilisent, qui conscientisent. Il y a des chansons intéressantes, bonnes à écouter, parce que ça nous inspire, ça nous motive à se lancer dans des combats pour les autres, pour nos nations, pour l'Afrique, pour nos peuples. Et donc, aujourd'hui, Dickson Claus que je suis, Voix d'Afrique, je suis avec, justement, vous le savez bien, je suis avec Alexis Bongo, mais aussi avec Romik qui nous rejoint. Ensemble, nous allons analyser une chanson qui a attiré notre attention. Il y a des paroles militantes dans cette chanson. Il y a des paroles qui dénoncent le mauvais état dans lequel l'Afrique se trouve. Alexis Bongo, bonjour. Bonjour Dickson. Romik, bonjour. Dickson, bonjour. C'est un honneur pour moi d'être là, d'être au service des deux poids lourds. Hein. C'est être avec M. Romik. C'est vrai que je dis Romik, mais c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. C'est un monsieur qui m'inspire. Et quand je suis ses émissions, je suis édifié. Il nourrit mon envie de s'engager pour la nation, pour les autres, pour le peuple, pour le Congo, pour l'Afrique. Donc c'est un plaisir pour moi d'être à ses côtés aujourd'hui. Alexis Bongo, vous le savez bien, depuis très longtemps, d'ailleurs c'est mon papa, vous le savez. Donc. Mais aujourd'hui, il est question de parler d'un sujet capital. Parce qu'il s'agit justement de nos vies. Il s'agit de notre Afrique, il s'agit de nos ressources, de nos richesses, il s'agit de notre avenir. Il s'agit de notre communauté de destin. Parce que nous sommes appelés à vivre ensemble, à lutter ensemble pour réussir ensemble. Alexis Bongo, je vais commencer par te poser une question. Il y a une citation qui dit « Le grand succès des ennemis de l'Afrique, c'est d'avoir corrompu les Africains eux-mêmes. » Ça signifie quoi? Oui, merci Dickson. Justement, aujourd'hui, nous sommes venus pour ouvrir les yeux à ces Africains-là, toujours dans cette dynamique de panafricanisme, du combat panafricain qui nous caractérise. Hein, il faudrait que nous sortions des ténèbres de l'ignorance. Ce que vous dites là, le grand succès... Le grand succès des ennemis de l'Afrique, c'est d'avoir corrompu les Africains eux-mêmes. Exact. Et il faudrait préciser d'avoir corrompu l'élite africaine. Hein, ceux qui sont au contrôle, ceux qui ont le pouvoir de décision, ceux qui décident pour tout un peuple, sont manipulés par les autres, corrompus par les autres, instrumentalisés par les autres, si bien qu'ils accaparent le continent, pillent le continent à souhait. Et nous, Africains, nous sommes pauvres. Et donc aujourd'hui, il est temps que nous comprenions, ici, mesdames et messieurs, que le président Mobutu, à son époque, avait raison, du haut de la tribune des Nations Unies, je crois que c'était en 1972 ou 13, il disait que nous ne sommes pas des États pauvres ou des nations pauvres, mais appauvris, hein, donc appauvris par les autres. Donc c'est tout à fait vrai que nous sommes corrompus, manipulés, aliénés, piétinés, instrumentalisés par les autres. Très bien, j'aime bien
le fait que vous appeliez chat par chat, parce que vous parlez des élites. On est obligé d'appeler chien par chien et chat par chat. Le monde change. Si nous disons comprendre le monde, comprendre l'Afrique, c'est pour que les Africains sachent que le monde change. Et les pays du monde, comme le stipule la pensée du jour, n'ont pas d'amis. Ils n'ont que des intérêts. Ils n'ont pas d'amis. Donc si les Africains, comme vous avez dit dans votre introduction, pensent qu'il nous suffit de danser du ndombolo, à longueur de journée, de chanter, danser Médéi, 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 pour que la vie change. Nous nous trompons énormément. Pendant que nous dansons et faisons tout ça, les autres, on s'attend d'eux, les autres ont des armes de guerre, et ça brûle en Ukraine, ça brûle en Israël, entre Israël et le Hamas, et la Palestine. Donc vous pensez que si ça se retourne contre nous un jour, c'est en chantant Médéi ou bien Bokoko que nous allons résoudre cette équation. Il est temps que nous comprenions que le monde change, l'Afrique doit aussi changer. Très bien. Alors, Romik, une citation dit « C'est un mystère qu'on n'explique jamais. Pourquoi sur la terre de l'Afrique, le bon Dieu est blanc ?» Le bon Dieu est blanc. Oui. La terre de l'Afrique. Là aussi, c'est vraiment énigmatique. Mais lorsqu'on se met dans la peau de l'Africain, on arrive à comprendre. Vous voyez que c'est même ambigu déjà de dire le bon Dieu est blanc. Voilà, en Afrique noire. Alors, je me pousse à me situer dans la perspective, en fait, d'Alexis, celle de penser Afrique par nous-mêmes. Et on pense Afrique aujourd'hui d'abord par nous-mêmes, entrée de jeu, parce que nous avons intérêt à le faire et parce que nous avons conscience des problèmes de l'Afrique, donc nos problèmes. Penser un Dieu blanc en Afrique ne l'était jamais de la part des Africains. Et c'est même une revendication de la part des Africains. Simplement parce qu'au départ, vous avez parlé de corruption. Oui, effectivement, Alexis a sorti un mot très fort, l'aliénation. Tout est parti de là, effectivement. Le retard de l'Afrique, cette Afrique qui sombre dans la nuit noire de la nuit, cette Afrique qui semble avoir ou vivre sous le joug éternel occidental, cette Afrique qui semble avoir son destin aux mains des êtres humains, ce qui est impossible, sombre jusqu'à aujourd'hui simplement du fait de cette corruption. Sur tous les plans. Quand vous dites un Dieu blanc, effectivement, nous nous situons là dans l'aliénation culturelle. Et l'Afrique qui connaît l'aliénation politique la plus dangereuse. Si la politique se définit comme la quête du bien-être des populations, et que cette politique puisse être corrompue par le blanc, les politiques aliénées, nécessairement, l'Afrique doit vivre la misère. Condamnée. Et à côté, vous avez la corruption scientifique, ainsi de suite. Et l'être de l'Africain, politique, responsable ou pas, même le plus bas, a été corrompu depuis des siècles. Le fichier qu'on lui a présenté, tel que le modèle est occidental. Donc, l'Africain a été bossé de sorte à s'oublier, à ne plus savoir ce qu'il est. C'est là le drame. Quel est le modèle que nous avons? L'Africain aujourd'hui a le sentiment qu'il n'est pas un vrai homme. Le vrai homme, c'est ailleurs. Mais qu'est-ce que l'homme finalement? Qu'est-ce que l'homme finalement? Qu'est-ce que l'homme? Merde. Mais l'homme, c'est pas la couleur, l'homme, c'est pas la peau. Mais l'homme, c'est cet être qui te définit par la pensée. L'Africain ne pense-t-il pas? Voilà toute cette corruption qui nous tue jusqu'à aujourd'hui. Et malheureusement, quand vous regardez cette Afrique, comme a dit Alexis, on semble danser, on semble pavaner, on court derrière l'immédiateté, on court derrière ce qui est futile, ce qui disparaît en un jour, mais on ne pense pas Afrique. On ne pense pas Afrique. On ne pense pas Afrique. Le Congolais pense Congo. La RDC, le RDC pense RDC. Le politique africain pense sa politique. Il ne pense pas l'Afrique. On ne peut pas penser sa chambre quand on est dans une maison. On devait penser la maison. Quand on est dans une ville, on pense la ville. Et donc, il faut aujourd'hui un travail de prise de conscience. Et j'ai toujours dit, les efforts que les politiques africains mènent, ce sont des efforts nuls aussi longtemps qu'ils ne penseront pas l'Afrique, qu'ils ne penseront pas au-delà. Très bien. L'Europe pense d'elle depuis des années. Elle s'est mobilisée aujourd'hui, on parle de l'Union européenne. On parle des États-Unis d'Amérique, partout. Mais la cible, c'est qui? C'est l'Afrique. Très bien. Nous allons vous redonner la parole. Alors, chers téléspectateurs,
on était déjà en train de planter le décor. Et c'est très chaud quand on a ces poids lourds avec nous. C'est très chaud. Pour ceux qui aimeraient intervenir, dire quelque chose, il suffirait de nous écrire au 06 515 15 15. 06 et 515 15 15. Maintenant, mes très chers invités, nous allons suivre ensemble le clip, puisque tout à l'heure je parlais de la musique. Est-ce que toute musique est bonne à écouter, importante à écouter? Mais il y a une musique que je vais vous proposer, que nous allons suivre ensemble. La régie, s'il vous plaît. Pour contrôler nos économies, ils ont créé le FMI. Pour mieux contrôler nos leaders, ils ont créé la CPI. La Convention des droits de l'homme se trouve aux Nations Unies. Pourtant les embargos et les guerres se décident à l'ONU. Si tous les êtres humains naissent libres, égaux en droit et en devoir, cette déclaration appartient à la poubelle de l'histoire. L'égalité entre les hommes, moi je n'y crois pas. Car les rapports entre les nations sont des rapports de force. Dans cette mondialisation où l'Afrique n'a pas d'identité, je me demande si elle réalise sa vulnérabilité. Oh maman, oh maman, oh 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 oh. Quand ils approuvent la politique d'un dirigeant qui fait leurs affaires, il peut tuer tout son peuple, il n'est pas un dictateur. Quand ils désapprouvent la politique d'un nationaliste progressiste, avec leurs médias mensonges, ils le traitent de fasciste. Pendant que la CEDEAO décide d'attaquer le Niger, le peuple souverain se dresse et s'apprête à aller en guerre. Pendant que leur ennemi, Kadhafi, est tué dans son pays. Au nom des droits de l'homme, Macky Sall et Ouattara sont libres. Ils peuvent tirer sur leur peuple, martyriser leur peuple, bâillonner leur peuple. Tant qu'ils resteront de bons élèves, il n'y aura pas de trêve. Oh maman, oh maman, oh 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 oh. La CPI c'est pour le tiers-monde, les dirigeants du tiers-monde, les peuples du tiers-monde. Sinon Blair ne serait pas libre, Sarkozy ne serait pas libre, George Bush ne serait pas libre. La CPI c'est pour le tiers-monde. Oh maman Africa. Waouh, est-ce qu'on peut acclamer? Bon, mais on acclame parce que c'est quelque chose de grandiose. Évidemment. Mais sinon, le message est percutant. Et donc, en même temps, ça attriste aussi. Oui, évidemment. Parce que ça nous emmène à découvrir l'Afrique actuelle. On n'est pas militant en étant seulement dans des associations. On peut militer par la musique. Et ce que fait cet artiste, c'est du militantisme. Il est en train de militer par la musique. Alexis Bongo, vous avez suivi cette chanson. Vos impressions? Bon, mais j'aimerais déjà, parce que j'ai appelé sur ce plateau au secours Romy Kokilas, qui est journaliste, humaniste, panafricaniste, parce que je sais qu'il a beaucoup à dire. Mais j'aimerais lever une certaine équivoque. Vous savez, les Africains, leur problème, c'est qu'ils sont contre les Africains eux-mêmes. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain. Au lieu de comprendre le message, l'Africain
le Congolais proteste et demande, mais pourquoi il se dit l'avocat défenseur de l'Afrique? Or, j'ai l'Afrique à la place du cœur. Et quand j'ai l'Afrique à la place du cœur, je suis un avocat défenseur de l'Afrique. Tout Africain devrait normalement être avocat défenseur de l'Afrique. On ne peut pas être africain et trahir le continent. On ne peut pas être africain et faire du mal à l'Afrique. Quand on est africain, on doit être fier de l'être et on doit défendre les intérêts des Africains. Parce que les autres, ils défendent leurs intérêts. Donc, c'était pour dire aux gens que l'heure n'est plus à la guerre entre nous. Nous devons nous unir et donc comprendre le message qui est dans cette chanson-là. Contrairement à Médée, 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 c'est pas mauvais, hein, c'est romantique, c'est bien, oui. Et d'ailleurs, je tiens à dire que nous ne sommes pas contre Fally Ipupa ou Romaro, car ce sont nos artistes à nous. Faut même pas mais voilà, mais ça. Ici, nous avons une mission. Voilà. Je dis, hein, voilà. Si une bombe tombe, est-ce qu'un seul artiste peut tenir un concert ou bien... C'est pas la débandade, c'est pas le sauve qui peut, c'est pas des cadavres. Ouais. On peut pas danser du bokoko avec tout le respect qu'on doit à Roga-Roga. Ouais. En temps de guerre ou dans l'esclavage avec des chaînes aux pieds. À l'époque de Kunta Kité, on a bien vu que tous les tam-tams étaient restés au village. Hein. Ils étaient dans les cales, sombres et froids et chauds et puantes je ne sais pas quoi, des bateaux. Donc l'Afrique aujourd'hui doit ouvrir les yeux et comprendre que les autres ont mis en place un système qui la maintient prisonnière et qui maintient le peuple noir en prison et qui manipule tous ses dirigeants dans le but de piller toutes ses richesses. Maintenant, quand je dis Médée, quand je dis Bokoko, c'est une façon d'honorer nos artistes, c'est pas du mal. Mais je dis, eux, ils font leur travail, n'est-ce pas? Ça nous égaye, ça nous fait du bien. Mais que font nos scientifiques? Que font les politiques africains? N'est-ce pas? Que font les décideurs? Où sont nos savants à nous pour redessiner le monde, pour donner une nouvelle direction au monde? Repenser l'Afrique. Que font les chefs d'État africains? Où sont nos historiens pour redire l'histoire? Avec des mots vrais cette fois-ci. Donc, je crois que c'était pour que les gens comprennent, parce qu'ils peuvent penser que Convergence et Révolution culturelle, c'est une émission qui a été créée pour rien. Non, on n'est pas contre la musique et la danse. Henri Lopez l'avait dit, que lorsque l'Occident pensera à recoloniser le continent, il viendra avec des armes de guerre et il trouvera encore les Africains autour du tam-tam en train de danser et de chanter. Et c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, un général français a analysé la situation et a trouvé qu'il vaut mieux que l'Afrique soit encore recolonisée, que le futur se trouve dans la recolonisation du continent. Mais puisqu'il ne peut plus le faire seul, l'Afrique ne peut plus, la France ne peut plus à elle seule recoloniser ce continent, il a appelé au secours toute l'Europe, les nations européennes, donc l'Union européenne, donc il a appelé à la recolonisation du continent. Quand c'est fait comme ça, donc nous allons continuer à boire et danser. Voilà la problématique qui se pose ici. Très bien. Avant d'accorder la parole à Romik, Alexis Bongo, dites-nous de façon claire, est-ce que ce que vous délivrez comme message ici voudrait aussi dire que vous appelez tout le monde à tenir un même langage? C'est-à-dire que même les artistes aussi, à un moment donné, qui chantent l'amour, devraient aussi... C'est extrêmement important. Regardez ce que fait Tiken Jah Fakoly. C'est un artiste, non? Ce genre de chanson-là. Quand il dit « mon pays va mal », le pays va mal. À l'époque, les tontons David et tout ça. Vous voyez, il faudrait que nos artistes comprennent aussi qu'ils font partie de ce peuple noir, qu'ils font partie du continent, qu'ils sont de grandes stars et ils peuvent s'en servir. J'ai suivi il y a 2 jours Maître Gims dire « moi vraiment je voudrais cette fois-ci regarder à sortir vraiment la RDC, mon pays, de la situation dans laquelle il se trouve. Parce que je trouve qu'on doit arrêter d'amener des sacs de riz. » C'est Maître Gims qui parle. Il a pris conscience, il dit non,
le mal est profond, les racines du mal sont jusqu'aux profondeurs de la terre, au fond là-bas, pour déterrer ce mal. Ce n'est pas des sacs de riz, ce n'est pas des bidons d'huile, ce n'est pas la gymnastique que font les députés tous les 5 ans. Non, ça demande de grandes décisions. Et ça demande vraiment... De grande volonté. Voilà. Et comme on dit, là où il y a la volonté, il y a la route. Vouloir, c'est pouvoir. Et ben, effectivement, c'est exactement ça. Et nous disons ici que chanter pour instruire, pour sensibiliser, conscientiser, fait aussi partie des devoirs de l'artiste. Ça, il faudrait le dire aussi. Alors, Romik, vous avez suivi la chanson. Vos impressions, qu'est-ce que vous pensez? Mais franchement, une chanson très émouvante, un texte solide, très solide, et qui nous pose souvent dans la spiritual soul, on va dire Jah Rastafari, et puis on dit Black Power. Voilà un homme. Voilà un artiste, j'ai suivi ce qu'Alexis a dit, certainement les gens ne le comprennent pas. L'artiste est un acteur de la société comme un journaliste, comme un écrivain, comme un peintre, comme un sculpteur, comme un poète. L'artiste, il est. Tu l'as dit, l'artiste, au-delà de sa passion de chanter ce qu'il veut, mais l'artiste doit s'engager. Franklin Bukaka l'a fait dans ce pays. Franklin Bukaka. Je me pose souvent la question, est-ce que les artistes congolais, par exemple, la charité bien ordonnée commence par soi-même, ont-ils visité le répertoire de la musique congolaise, ne serait-ce que ça? Yulou Mabiala a chanté quelques chansons engagées. Pamelo l'a fait. Cosmos l'a fait. Pourquoi ils l'ont fait à cette époque? Mais parce que l'artiste est fille de son temps. Un artiste ne peut pas être en déphasage avec les réalités de son moment. Le journaliste ne peut pas être en déphasage avec les réalités de son moment. Le philosophe ne peut pas être en déphasage avec l'être humain pense le quotidien, c'est ça. Il n'y a pas d'eau. Vous demandez aux Congolais, ils vous diront il n'y a pas d'eau. Voilà l'homme qui rime avec sa réalité. Mais nous avons l'impression que les artistes ne mènent pas ce combat, je me permets. Il n'y a pas une spécialité de chanter l'amour. La femme est là depuis. On l'a tellement déifiée, mais la vraie femme, c'est l'Afrique. Quand j'ai écouté cette chanson, franchement, j'ai eu des frissons. J'ai failli avoir des larmes, je vous dis en toute sincérité. Lorsqu'on comprend ces choses, et on voit que c'est un artiste qui le fait, il est plus qu'un historien. Qu'est-ce qu'il peint, qu'est-ce qu'il décrit? Vous savez, quand il chante de la sorte, il va au combat contre tout l'Occident. Seul, plus que les hommes politiques. Seul, il le fait en spectacle, mais parce qu'il porte ce mal. Et le contenu est musclé, pourquoi? Parce qu'il dit des choses politiques. Et vous voyez la musique qu'il utilise. C'est le reggae, c'est le reggae. Nous on appelle ça la rebel music. C'est quand vous frappez du reggae, le message doit être un message libérateur. Vous avez vu des Bob Marley, c'est parce qu'on n'écoute pas l'anglais. Allez écouter le contenu. C'est quelqu'un qui a vécu très loin. Mais il chante l'Afrique. Africa Unite. Il a chanté. The World, Babylone, Exodus, ainsi de suite. Et le monsieur utilise le même canal pour dénoncer. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il parle de l'économie. N'est-ce pas que pour contrôler nos économies, l'Occident a créé le FMI? Théophile Obenga le dit mieux. Comment un continent peut défendre d'un fonds alors que c'est le continent le plus riche du monde? Paradoxe. Comment nous pouvons un pays des États riches en minerais qui alimentent l'Occident depuis la traite négrière? Est-ce que les Africains sont conscients que c'est par nous qu'il y a eu le bon économique en Europe? Traite négrière, l'argent de la traite négrière des récoltes a financé les petites industries, ainsi de suite. Et ces fonds-là ont permis le déclenchement de la révolution industrielle. Et de la révolution industrielle, on nous nargue, on dit même qu'ils sont plus développés avec nos matières premières. Mais jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas arrêté de piller. L'Est de la RDC fait honte à ce siècle. Et c'est des gens qui veulent nous montrer qu'ils sont civilisés. Grégoire Lefauba l'a dit sur ce plateau. L'Occident a ouvert l'ère de la honte.
l'ère de la barbarie, au milieu de ce siècle, en plein continent. Regardez Gaza. C'est de l'immoralité, c'est de l'animalité, c'est de l'animosité. Des règles créées par eux-mêmes, soi-disant, comme a dit l'artiste, les droits de l'homme, mais moi je ne crois pas à l'égalité. Un boucher humain au grand jour, foulant aux pieds les droits de l'homme. Ça aurait été un chef d'État africain qui l'avait fait. Tous les médias occidentaux seront ici. Qu'est-ce qu'on ne disait pas? Là-bas, le sang coule à ciel ouvert. On collabore, on envoie des armes, on teste des armes sur la chair humaine. Parce que ce ne sont pas des Occidentaux. Et comme ça, l'Afrique qui regarde va se plier face à l'Occident, va continuer à être corrompue. Parce que la règle, c'est l'Occident. Mais ça tue. Il a parlé de Kadhafi. Est-ce que les Africains se posent la question? Quelle était la raison de la mort de Kadhafi? Qu'avait-il fait? Kadhafi n'avait jamais rêvé de dominer l'Europe. Parce que le pétrole, parce qu'il voulait unir l'Afrique, Kadhafi, parce qu'il avait un plan d'unification de l'Afrique. Tuer à ciel ouvert comme un chien africain. Tuer comme un chien. Quelle est la leçon que nous nous tirons? Quelle est la leçon que nous tirons? Mais justement, je suis totalement d'accord avec vous. Et déjà aussi, je tiens à vous remercier parce que vous avez su... en fait, ce que je voudrais dire, la chanson ici est aussi un canal pour nous pour évoquer les vrais problèmes de l'Afrique. Donc nous n'allons pas nous stagner seulement sur le texte de la musique. Alors, nous parlons du comportement de l'Europe, la barbarie que l'Europe commet. Mais est-ce que cette barbarie, ce comportement n'est pas vital pour l'Europe dans la question de la rivalité raciale et la rivalité des nations? Parce qu'à un moment donné, il faudrait bien dominer, il faudrait bien régner sur les autres pour vivre. Alexis Bongo Romik. Je veux dire ceci, excusez-moi. Allez-y. La domination est le propre de l'animal. Dans tous les textes, vous allez voir. Lorsqu'un homme se met à dominer, il est par nature sauvage, quel que soit ce qu'il peut vous dire. La domination relève de l'état naturel de l'homme. Lorsqu'on arrête d'être civilisé, on domine. Parce que les intérêts ne peuvent pas prévaloir au-dessus de l'être humain. L'être humain est sacré. Chaque fois que je te regarde, je me regarde à travers toi. Je suis un miroir pour toi. De toute façon, c'est toi qui me diras, tu es en colère. C'est toi qui m'as vu. Et moi, je te vois. Mais lorsque l'Occident pense que pour se développer, il faut toujours dominer depuis la traite négrière. En fait, ce sont des sauvages pour parler comme Théophile Obenga. Mais la règle est là. Qui minimise l'être humain alors qu'il est l'être humain, c'est quelqu'un qui ne se connaît pas. Est-ce que l'Europe, pour se développer, devait chosifier l'Afrique? Est-ce que l'Europe devait chosifier l'homme noir pour dire que ce n'est pas des hommes qui ne sont pas appelés à se développer, c'est nous les meilleurs. C'est là que nous n'apercevons pas. Obenga même dit, vous allez constater dans toutes les guerres qui ont lieu au monde, depuis les guerres de Troie, c'est toujours l'Occident. Le sang a plus coulé en Occident. Et c'est malhonnête, je dis malhonnête, d'aller vers autrui, prendre ce qui est autrui, pour le bien de soi. Pour le bien de soi, très bien. Alexis Bongo, quelle attitude devrait avoir l'Afrique face à cette Europe méchante, face à cette Europe impérialiste? Vous qui êtes avocat défenseur de l'Afrique, qu'est-ce que vous conseillez à cette Afrique qui vous écoute aujourd'hui? En deux volets, je dis rapidement. Le premier élément pour compléter Romik, c'est que la chanson est claire là-dessus. La Convention des droits de l'homme se trouve aux Nations Unies. Aux Nations Unies. Et paradoxalement, les guerres se décident aussi à l'ONU là-bas. Pour protéger l'Occident impérialiste, ils sont prompts et rapides. Pour piller l'Afrique, pour déclencher des guerres ici, c'est toujours les Nations Unies. C'est un grand paradoxe. L'Afrique, de tout temps, n'a jamais été va-t-en-guerre. Voyez-vous? Et même aujourd'hui, lorsque nous nous émancipons, on a déjà, dans la vision du professeur Théophile Obenga, donc l'État fédéral d'Afrique, embryonnaire, sinon en construction dans le Sahel. Ouais. Hein? On a donc le Niger, le Mali et le Burkina Faso qui viennent de commencer. Et là, en bon africain que nous sommes, nous souhaitons que le Sénégal se joigne à cette danse. Il finira par jouer. N'est-ce pas? Pour que nous puissions redécoller. Mais nous ne redécollons pas pour aller
coloniser X ou Y. Non. Et aujourd'hui, si nous revendiquons nos droits, si nous voulons vraiment bénéficier des richesses qui sont les nôtres ici, mais ce n'est pas pour empêcher ou bien tuer les autres autour de nous. Vous savez, j'ai vu sur les réseaux sociaux, un panafricaniste dire « Les coupures de courant ont commencé à Paris, en France, et à Paris, ils ont vu ce que ça fait quand le courant s'en va. » Et c'est décidé officiellement. De 8h à 12h, à tel endroit, vous n'aurez pas de courant. De 18h à 20h, tel secteur, pas de courant pour économiser. Pourquoi ils en arrivent là? Parce que l'uranium du Niger, au lieu de collaborer de façon gagnant-gagnant avec le Niger, tout simplement, diplomatiquement, de bonne manière, tout le monde voit clair. Il y a la lumière au Niger, il y a la lumière en France. Mais ils prennent tout pour eux. Ils ont le courant 24 heures sur 24. Et nous, les pays africains, même le président Sassou l'avait dit une fois, de retour d'un voyage officiel, il dit quand on survole l'Afrique, c'est le noir qu'on a en bas de soi. Ben oui. Mais ça doit s'arrêter. Voilà donc le premier volet là, c'était pour dire que non, vivre, ça ne signifie pas assassiner les autres, asservir les autres, mépriser les autres, les humilier et tout ça. Non, les mettre au fer. De tout temps, depuis l'histoire de l'humanité, l'Afrique est multimillénaire, nous n'avions jamais fait ce que l'Occident impérialiste nous a fait. À aucun peuple dans le monde. Le professeur Théophile Obenga dit, c'est eux les brutes, les sanguinaires, les barbares, de nature, ils sont comme ça, pas nous. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que nous allons dire pour élever le continent, pour vivre avec eux, nous allons le faire. Maintenant, que doivent faire les Africains aujourd'hui? Mais c'est clair. Dixon, qu'est-ce qu'ils ne doivent pas faire? Qu'est-ce que la jeunesse africaine ne dit pas? Nous avons des activistes aujourd'hui. Nous avons des Kémy Seba, nous avons des Nathalie Yomb, nous avons des Niamsi. Nous avons aujourd'hui, c'est clair au Sénégal, on n'a pas vu comment ça s'est passé? Bien sûr. Ah, avec deux jeunes panafricanistes décidés qui ont dit non, 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 trop c'est trop. Eh bien, aujourd'hui, ils sont au pouvoir, n'est-ce pas? Or, il faut éviter qu'il y ait le conflit de génération, c'est-à-dire que les jeunes s'en prennent aux vieux. Non. Mais les vieux doivent préparer la relève, initier ces jeunes, leur faire la place. Parce que qu'on le veuille ou pas, la nature nous écarte tous là. Nous n'allons pas faire convergence et révolution culturelle, homéostasie, la spiritualité, les profondeurs, jusqu'à l'an 7000. Non. Bientôt là, dans 2 matins, une image va s'afficher, Alexis Bongo n'est plus, paix à son âme. Mais quelqu'un d'autre devait prendre le relais, comme Dixon Klaus, comme quelqu'un d'autre des générations après. C'est comme ça que les autres fonctionnent. L'Afrique doit apprendre à préparer le futur, à se projeter, à préparer sa jeunesse, à prendre le témoin. Or, nos dirigeants ont peur de cette jeunesse-là. Ils redoutent encore les jeunes. N'est-ce pas? Et ils les rendent encore esclaves chez eux-mêmes. Bon, maintenant, si les dirigeants africains continuent à frapper sur leurs propres jeunes, de quoi sera faire leur avenir demain? Rien du tout. C'est la noyade. Les autres vont être encore capables de recoloniser le continent. Et cette fois-ci, ça va être le pire sur tous les plans. C'est ça que nous devons éviter. Très bien, c'est ça que nous devons éviter. Chers téléspectateurs, nous allons encore suivre une seconde fois notre clip et nous allons ensemble analyser ce qui est dit dans le clip pour éclairer la lanterne de ceux qui nous suivent. La régie, s'il vous plaît. Au nom des droits de l'homme, Macky Sall et Ouattara sont libres. Ils peuvent tirer sur leur peuple, martyriser leur peuple, bâillonner leur peuple. Tant qu'ils resteront de bons élèves, il n'y aura pas de trêve. Oh maman, oh maman, oh 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 oh. La CPI, c'est pour le tiers-monde, les dirigeants du tiers-monde, les peuples du tiers-monde. Sinon Blair ne serait pas libre, Sarkozy ne serait pas libre,
George Bush ne serait pas libre. La CPI c'est pour le tiers-monde. Oh mama Africa. Oh mama Africa. On ne veut pas de FMI, on veut le FMA. On ne veut pas de CPI, on veut la CPA. Plus de CEDEAO française. Voilà, chers téléspectateurs, c'est l'occasion pour moi tout de suite de souhaiter joyeux anniversaire à une sœur que j'aime beaucoup, la sœur Kayi Brenda qui nous suit. Joyeux anniversaire à toi, sœur Kayi Brenda. Romik, beaucoup de choses sont dites dans cette chanson. Qu'est-ce que vous avez retenu et sur quoi aimeriez-vous rebondir ou bondir? En tout cas, il faut dire que j'ai envie de rebondir surtout. Je vous ai dit au départ que cet artiste a de la poigne parce qu'il touche toutes les questions. Alors, quel est le tableau qui nous peint? Il nous peint un tableau réel de la domination de l'Afrique par l'Occident à travers les institutions qu'il présente. Le FMI d'abord. Vous savez que jusqu'aujourd'hui, par exemple, le Congo est pris en étau par le FMI. La CPI, nous avons vu un exemple clair. Comment Gbagbo a été traqué pour ces élections-là où il avait gagné. Simplement pourquoi? C'est ce qu'il dénonce. L'Occident a pris l'habitude de fabriquer ses leaders en Afrique. Des présidents fabriqués. Nous avons vu comment le fils d'Ébi a été investi en plein siècle, en pleine démocratie. C'est le président français qui fait une descente, comme s'il venait au niveau de sa colonie, comme si c'était sa parcelle. Au mépris de la Constitution du Sénégal. Au mépris de la Constitution. Contrairement à la volonté du souverain premier, le peuple, au regard de tous les chefs d'État africains, il prend l'enfant, il investit. Voilà le roi qui vient en Afrique qui investit. Voilà Léopold II, le nouveau, qui vient qui investit. Voilà De Gaulle, qui vient sur cette terre qui investit en roi. Et il dirige. Quel canaille. La France ne peut pas accepter cela. Même dans une petite province, même dans un quartier, ne peut pas accepter cela. On sait quelque chose. C'est ce qui les dénonce. Vous avez à côté, surtout le vrai problème, vous savez que dans un État, il y a deux personnes qui poussent le développement. Il y a les élites qui doivent éclairer ce que nous sommes en train de faire là sur le travail des élites. Musiciens, tel qu'il le fait, poètes, philosophes, ainsi de suite, juristes. Ils doivent travailler le mental de la population. C'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de travailler l'âme de l'Afrique. Dire à l'Afrique ce qu'elle est, dire aux Africains ce qu'ils sont pour projeter l'avenir. C'est le travail du journaliste au quotidien. Alors, vous allez constater que si nous arrivons à éclairer l'opinion sur ces choses, la conséquence sera une prise de conscience. Et quand nous éclairons, quand ces acteurs éclairent l'opinion, il faut qu'ils éclairent les politiques. Parce que Alexia a soulevé quelque chose d'important. Aujourd'hui, il y a une transmission aujourd'hui de pouvoir en Afrique, générationnelle. C'est vrai. Mais qu'est-ce que les anciens sont en train de transmettre aux jeunes? Si les anciens eux-mêmes, c'est des anciens valets des colons, de l'impérialiste, ils ont géré dans ces régimes. Ce n'est pas de leur faute. Ils sortent de la colonisation. On met des blancs. On nous impose des systèmes de gestion. Ils ne savent que ça. Vous allez entendre un Africain dire « Je suis un véritable marxiste ». Il est fier de le dire. Il est fier de le dire. Parce qu'il a moulé, il a roulé sa bosse là-dedans. Mais il ne peut transmettre aux jeunes que cela. Est-ce que vous voyez? Est-ce que les jeunes eux-mêmes prennent conscience qu'ils risquent d'assurer la continuité? Quand les Blancs traitent nos présidents, c'est pour la plupart de dictateurs. Mais lesquels leur ont pris cette dictature? Mais c'est eux, puisqu'ils veulent avoir des présidents valets. Et les chefs d'État africains, les responsables savent que aussi longtemps que je serai en déphasage avec la France, je perds ma vie. Nous avons vu comment la France, moi j'aime bien parler de la France, comment l'Occident a tué des chefs d'État en Afrique. Comment ils créent la déstabilisation dans nos États? La plupart des guerres en Afrique, c'est eux qui allument. Regardez, vous êtes sûr que Tshisekedi ne peut pas s'asseoir avec Kagame? Pourquoi il n'y a pas cette volonté? C'est des frères. Pourquoi il ne peut pas s'asseoir?
Simplement parce que l'intérêt est ailleurs. Il faut allumer, il faut allumer. Regardez ce qui s'est passé dans le Sahel. Voilà. Vous savez, lorsque vous écoutez la chanson, le son est sahélien. Cette flûte qui joue, si vous avez l'habitude d'écouter cette musique, voilà. Ça relève du royaume du Mali, avec Soundiata Keïta, pour les gens qui connaissent l'histoire. C'est une chanson forte. Il joue à quel moment? La chanson sort, je me souviens, au moment où cette fameuse CEDEAO, fabriquée par l'Occident, par la France, voulait contrecarrer ces mouvements. Comment des chefs d'État africains, s'il vous plaît, ce que nous appelons les pères d'Afrique, s'organisent à ciel ouvert devant tout le monde pour pouvoir embrigader ou bombarder un État qui veut sortir du même joug dans lequel il est? Alors posons-nous la question, quelle est cette race d'hommes? Est-ce que vous pensez que ces chefs d'État de la CEDEAO ont quelque chose à transmettre à la jeune génération? Jamais. Mais vous avez vu comment ces jeunes se sont démarqués. Le vrai spectacle, c'est ce que nous avons vu au Sénégal. En fait, qu'est-ce qu'il y a dans les têtes de ces jeunes? Vous allez constater qu'ils ne combattent pas les régimes. Non. Ils ne s'attaquent pas aux hommes, non, comme les Occidentaux aiment faire en Afrique. Ils disent clairement, nous ne voulons plus de cette façon de faire la politique. C'est le système. Voilà. Mais quelle est cette façon de faire la politique? Non. Les jeunes sont en train de redéfinir réellement la politique comme elle est. Faire la politique pour rechercher le bien-être de l'Afrique et de l'Africain. Est-ce que c'est un péché? Mais vous allez voir les vieux schémas, c'est faire la politique pour s'enrichir. Ce que Franklin Bukaka dénonçait. Il a chanté beaucoup de choses. C'est le blanc. Mais les blancs façonnaient la politique africaine de sorte à être les politiques de dire, ils ont fait peur aux États africains pour dire, tant que vous n'êtes pas en harmonie avec nous, nous vous bossons de là. Si vous nous faites confiance, nous vous gardons là. Nous vous gardons. Voilà, c'est ça. Ok, très bien. Alexis, vous avez quelque chose à ajouter? Bon, j'aimerais bien que Dixon, qu'on puisse, dans la deuxième partie de cette émission, certainement, nous allons appuyer cette chanson par la chanson de Franklin Bukaka, Les Immortels, pour que les Africains puissent savoir que ce qui se chante aujourd'hui a été chanté hier au Congo. Et si nous avions alors compris les choses et pris les décisions qui s'imposaient à nous, nous ne serions plus à ce stade-là. Donc, merci Romik pour ces lumières-là. Mais moi, je fais un rétropédalage. Hein, pendant que Romik colle à la chanson, je fais un rétropédalage dans l'introduction même qui a été faite. Hein, votre première question à Romik, ce paradoxe où Dieu est blanc ici sur la terre d'Afrique. Hein, mais aujourd'hui, c'est un héritage que nous avons. C'est une aliénation héritée. Enfant, j'entendais mes propres parents dire Mondela Nzambé, hein. Ah, vraiment. Même jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, ça se tient. Il y a encore des Africains assez ignorants pour le soutenir. Il dit même je suis comme un blanc. Vraiment. J'ai entendu quelqu'un, à un certain âge, quand j'étais au collège, dire ah, j'étais à l'hôpital, un docteur blanc est arrivé, vraiment, il m'a soigné. C'est-à-dire le fait que le médecin blanc entre là, c'était déjà la guérison. Donc il n'a pas dans l'idée qu'un noir peut même mieux le traiter qu'un blanc. Mais pour lui, comme c'était un blanc, et tout le monde était heureux de savoir, oh, un blanc, oui, il est venu, et donc rien que l'arrivée du blanc, ça avait tout changé. Mais aujourd'hui, la jeunesse actuelle a compris, cette aliénation doit finir. Et en plus, il convient que nous revenions dans la deuxième partie, que nous puissions regarder ça avec minutie. Le président Poutine vient de briser le mythe du Dieu blanc, n'est-ce pas? Mais les Africains sont tranquilles, ils dansent, ils chantent. Pour eux, rien n'a été dit. L'Occident impérialiste qui est en ébullition se dit, mais Poutine vient de trahir un secret donc multimillénaire. Mais l'Africain, il se rend compte que l'Africain, pour lui, ça ne lui fait ni chaud ni froid. Ils se disent, bon, mais donc c'est rien, c'est pas dangereux. Mais Poutine a ouvert la boîte de Pandore. Donc nous allons rester seulement comme ça, sans creuser. Il faudrait que nous regardions nous aussi. Et si Dieu était blanc, qu'est-ce que ça serait donc? Quelle implication, quel enjeu
pour le destin du peuple noir que nous sommes. Si Dieu était noir. Et si Dieu était... Pardon, merci. Et si Dieu était noir? Et par ricochet, si Jésus était noir? Parce que depuis 2000 ans que nous prions Jésus, là, il est blanc, aux yeux bleus, avec une chevelure lisse. Oui, mais voilà, c'est des choses. Cette chanson-là dit toutes ces choses-là. Effectivement. Mais est-ce que cette citation aussi ne voudrait pas dire que tout ce qui est meilleur, que tout ce qui est bon est justement attribué à l'homme blond, à la race blanche. Mais, depuis toujours. Mais moi, la question que je voudrais vous poser, Alexis Bongo, est-ce qu'il ne faudrait pas faire comme la Grèce antique ou encore comme Hitler, une fois au pouvoir, à essayer de repenser le système nazi et même aussi la façon de penser? Parce qu'on dit que les nazis avaient leur intellectuel. Est-ce qu'il ne faudrait pas, il n'est pas l'heure... Mais les Juifs le font. Les Juifs le font. Est-ce qu'il n'est pas question ici, en Afrique, finalement, de donner une nouvelle orientation de pensée? Effectivement. Qu'est-ce que vous pouviez dire sur cette question? Mais c'est important. Mais c'est ça, sinon, le combat panafricain. Mais comment faire, justement? Mais nous avons des lumières, des Théophile Obenga, des Frantz Fanon, des Aimé Césaire. Tout ce beau monde-là, ils ont combattu depuis Marvin et quoi? Je dis qui? Martin Luther King. Non, l'américain. Le nom de Marvin Hagler est venu m'embrouiller. Ça va me revenir. Oui. Depuis toujours, ils ont dénoncé, ils ont proposé. Mais Kwame Nkrumah lui-même, il dit l'Afrique doit s'unir ou périr. Aimé Césaire a parlé de la négritude. Mais voilà. Oui, mais pour revenir à Romik rapidement, parce que... Mais Alexis, quelqu'un dit dans le message, c'est bien ce que vous dites, mais on a l'impression que nous repartons toujours vers le passé. Ici, il s'agit du Congo actuel, il s'agit de l'Afrique actuelle, il s'agit de vous en 2024. Oui. Nous avons des intellectuels. Monsieur Romik a cité les Foba tout à l'heure, mais... face à eux, à ces hommes-là, quel est le message que vous pourriez délivrer pour justement donner une orientation de nouvelles pensées? Voilà, moi je voudrais dire ceci sans être prétentieux, mais fier d'être l'avocat défenseur de l'Afrique, parce qu'il faut être fier de ça. Oui. Et puis c'est pas anodin, c'est pas un intellectuel bardé de diplômes qui parle, non, c'est un Congolais lambda qui a l'Afrique à la place du cœur. Je dis, c'est pas compliqué. Nous sommes Africains, nous devons être fiers de l'être. Nous sommes Africains, nous devons aimer en premier l'Afrique. Comme écrit sur le logo de l'émission, l'Afrique d'abord. Il n'y a pas de honte à ça. Les autres, ils aiment leur continent d'abord. Ils aiment leur peuple d'abord. Et à ce moment-là, on peut maintenant aller à la rencontre des autres peuples et coopérer avec eux. Donc, aujourd'hui, ce que vous venez de me dire là, ce n'est pas aux Africains de comprendre, ce n'est pas au peuple, au petit peuple qui croupit dans sa misère quotidienne de comprendre. C'est aux dirigeants africains, aujourd'hui, de comprendre que les temps ont changé. La façon de vivre, vous savez, même dans la maison, Romik ne dira pas le contraire. Hein. Vous avez un bébé d'un jour, d'un mois, de 2 ans, après 5 ans, 10 ans, ce n'est pas les mêmes réactions. Hein. Votre propre enfant, au collège, à l'université, il devient bien plus instruit que vous. Hein. Il vous corrige. Hein. Aujourd'hui, nous avons les téléphones Android et autres. N'est-ce pas? Aujourd'hui, nous sommes à l'ère moderne avec Internet et autres. Est-ce que nos ancêtres avaient ça? Est-ce que nos parents avaient ça? Je me rappelle que même mon propre père, paix à son âme, quand le téléphone était sorti et que tout le monde parlait de téléphone portable et tout ça en ébullition, et qu'il y en a qui frimaient avec, il était contre. Il dit, mais quelle est cette histoire qui fait que les gens soient contre, orgueilleux et tout ça? Non, moi je n'en veux pas. Oh papa, on t'achète un téléphone? Non, ça c'est de l'orgueil et tout ça. Et il n'avait accepté le téléphone que le jour où son neveu, quoi, c'est un cousin ou bien neveu, son neveu l'avait appelé. Et il entendait sa voix à des kilomètres. Il dit, oh, c'est magnifique comme ça. Oui, les temps ont changé. Mais les dirigeants africains sont restés, hélas, les mêmes. Quand ils auront compris que le monde change, qu'ils ont intérêt à échanger, ils vont collaborer avec leur peuple. Très bien. Ils vont sécuriser leur peuple. Est-ce qu'ils n'ont pas compris, et c'est juste une question de choix, mais ce que je voudrais dire, je vais revenir sur Romik, comme disait quelqu'un,
j'ai l'impression que nous avons tendance à repartir dans le passé. Nous repartons pas dans le passé, nous nous inspirons de notre passé pour nous projeter, pour mieux nous projeter. Très bonne. Sans ce passé-là, on n'a pas d'assise pour faire un bond en avant. Très bien, très bonne réponse. Alors, Romik, il nous reste quelques minutes. On a 10 bonnes minutes là. Oui. On vous écoute. Alors, dans ce sens, on doit se poser le comment faire, en fait. Comment faire face à cette réalité qu'on n'arrête pas de décrier. Surtout, je salue le mouvement panafricaniste, parce que ce qu'il déverse à travers les intellectuels, ainsi de suite, pousse l'Africain à réfléchir. Mais Alexis l'a dit, tout le problème, c'est l'homme politique. L'homme politique est comme une machine qui change. Le penseur pense. Les courants de pensée africaines sont déjà là. Les gens pensent l'Afrique. Depuis Haïlé Selassie, l'impérial, depuis là, les Africains avaient pensé l'unité africaine, l'OUA. Jusqu'à aujourd'hui, ça c'est la production intellectuelle et culturelle. Pensez l'Afrique comme ça. Obenga n'arrête de le dire. Mais le vrai problème, c'est que l'homme politique qui a la responsabilité de changer les choses ne rime pas avec la pensée africaine. Sinon, Obenga est ici. Dernièrement, je l'ai dit ici, le message de Benga va retentir quelque part, un jour en Afrique, va susciter une révolution. Voici en Afrique de l'Ouest. De l'Ouest. Mais quand ces présidents témoignent que nous avons été inspirés par la pensée d'Obenga, pourquoi les politiques ne coûtent pas à Obenga? Or, en matière politique, la politique, c'est appliquer une feuille de route, comme on dit du gouvernement aujourd'hui. Donc, c'est une pensée. Mais où est-ce que les Africains, les politiques africains, puisent leur pensée? Mais lorsque vous venez faire ce que vous pensez, ce n'est pas ça l'Afrique. Il faut penser ce que l'Afrique pense d'elle. Mais il faut, j'ai toujours dit, il faut qu'il y ait un mariage, comme on fait en France, entre penseurs et politiques. À l'Élysée, vous avez des philosophes, des économistes. C'est eux qui disent à ce monsieur-là, voilà le schéma. Ils tiennent compte de la réalité mondiale. Alexis a dit, s'il y a un général qui a pensé qu'il faut le recoloniser, c'est dans les réseaux sociaux. Mais avant qu'il ne pense cela, il était avec des sachants, des savants. Voyez-vous, c'est ça qui nous manque. La voix de l'intelligence africaine n'est pas écoutée. L'âme de l'Afrique n'est pas écoutée. Mais ceux qui ont en main la gestion de l'Afrique font à leur tête, c'est là le retard de l'Afrique. Mais on ne va pas faire comme dit Platon. On ne va pas faire des philosophes rois ou des rois devenir des philosophes. Et il y a des philosophes qui pensent, mais dans les panafricanistes pensent. Ça veut simplement dire ceci. Je vous jure, le jour que la pensée de Théophile Obenga sera appliquée dans ce pays, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons changer le contenu de notre politique. Et la politique congolaise ou africaine aura une vision. C'est ce que le Sahel a fait. Quel est ce régime politique qui peut réussir en tout cas son plan, malgré la beauté de la feuille de route, comme on dit, si elle n'est pas détentrice de ses matières premières? C'est impossible. Depuis les indépendances, regardez jusqu'à aujourd'hui, en fait, ce ne sont pas les hommes qui nous dirigent qui sont mauvais, mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas qu'il faut qu'ils soient responsables de leurs matières premières. Vous avez vu comment ces jeunes dans le Sahel ont commencé par faire partir la France. Ce n'est pas qu'ils sont xénophobes, comme même dire les Congolais, ce n'est pas la xénophobie. C'est la prise en charge de leurs matières premières, parce que l'économie va avec cette richesse. Mais tant que vous n'avez pas cette richesse, vos bilans seront toujours nuls. Or, le panafricanisme voudrait faire des richesses africaines, qu'elles soient propres aux Africains. Là, nous allons réussir nos politiques. Nos politiques, très bien. Rapidement, parce que nous sommes quasiment à la fin, je pose cette question à vous deux, vous êtes des journalistes. Est-ce qu'il ne faudrait pas finalement organiser des émissions avec ces hommes-là, avec des hommes politiques, pour poser ces questions pertinentes? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait le faire dans l'optique de changer les choses? Mais effectivement, il faut inviter. Moi, j'ai ce souci-là permanent. Il faut inviter l'homme politique à collaborer avec les intellectuels. Ce n'est qu'au Congo que je ne vois pas ça. On est dans un cabinet avec ses conseillers, point, ça s'arrête là. Mais qui a écrit sur l'avenir du Congo, par exemple? Si les livres existent, il faut s'ouvrir à l'université. Les politiques doivent s'ouvrir à l'université. Les politiques doivent s'ouvrir à la pensée africaine, surtout la jeunesse qui va prendre la relève. Et vous allez voir que les jeunes sont derrière les politiques. Et qu'est-ce qu'ils mènent comme action?
mobilisation, ainsi de suite, à soutenir les œuvres des anciens. Mais quelles sont ces œuvres? C'est là la peur. C'est là la peur. Voilà. Alexis Bongo, vous avez quelque chose à dire rapidement pour... Mais non, nous avons une deuxième partie de cette émission. On est à l'atterrissage, mais je peux lire le message de téléspectateurs qui nous a dit rapidement. Bonjour chers journalistes, comment la jeunesse africaine peut-elle se réveiller, surtout dans notre pays, le Congo, là où les vieux ne veulent pas donner d'opportunités aux jeunes? Ce message reçu, c'est pas que la situation du Congo, c'est presque la plupart des États africains. Donc je crois que dans la deuxième partie de cette émission, avec Romy Kokilas, donc lundi prochain, nous reviendrons sur ça et nous allons creuser encore en profondeur. Ok, alors moi je chute en disant qu'il y a des musiques, qu'il y a des chansons, je voudrais dire, qu'il y a des chansons qu'on ne devrait pas écouter. Parce que justement, il y a des chansons qui nous rendent stupides. Qui abrutissent. Qui abrutissent, justement. Donc, je souhaite je souhaite encore joyeux anniversaire à Kayi Brenda qui nous suit et à maman Nathalie. Merci beaucoup. Nous vous disons au revoir.